Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de la chaîne de référence Antenne A, bonsoir et bienvenue dans votre émission La Diaspora, consacrée aujourd'hui à une thématique aussi importante que sensible, la maladie d'Alzheimer. Cette pathologie neurodégénérative touche des millions de personnes dans le monde, bouleverse les familles entières et vraiment, je peux dire qu'elle représente un véritable défi médical, scientifique, mais aussi humain. Pour mieux comprendre cette maladie, mesdames et messieurs, ses causes, ses symptômes, je peux dire comme ça, et puis les avancées de la recherche, les enjeux du diagnostic et de la prise en charge, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir aujourd'hui pour vous le professeur Frisson, qui est, je peux dire comme ça, qui est spécialiste en neurologie et chercheur engagé dans la lutte contre les maladies neurodégénératives. Donc, c'est lui qui est notre invité dans cette grande émission que vous êtes en train de suivre tout à l'heure. Bonjour, professeur Frisson. Bonjour et à votre public. Merci d'être avec nous, professeur, surtout d'avoir accepté notre invitation pour que nous puissions parler de cette maladie qui est en train, je peux dire, de tuer beaucoup de gens, surtout chez nous en Afrique, que c'est par ignorance, parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils doivent faire concrètement, raison pour laquelle nous vous avons cherché pour que vous puissiez quand même éclairer l'opinion nationale tant qu'internationale, plus précisément de l'Afrique qui est notre continent. Et professeur, qu'est-ce que la maladie d'Alzheimer et en quoi se distingue-t-elle des autres démences? Donc, la maladie d'Alzheimer, c'est une forme de perte de la mémoire due à la perte progressive de cellules cérébrales. Donc d'abord, il faut comprendre que tous nos pensées, tous nos souvenirs viennent d'ici, viennent de la tête, viennent de dans la tête, viennent du cerveau. Il y a les cellules cérébrales, les neurones, sont responsables de tout ce que nous voyons, de ce que nous entendons, de ce que nous pensons, de nos souvenirs. Bien évidemment, il y a une réalité externe, il y a des objets qui me permettent de voir les objets. Il y a monsieur là-bas que je vois, mais c'est sans mon cerveau, je n'arriverai à rien voir. Si sans mon cerveau, je n'arriverai jamais à me souvenir que j'étais aujourd'hui ici avec vous dans cette interview. Donc tout ce qui se passe dans notre pensée, c'est dû aux cellules cérébrales. Et lorsque les cellules cérébrales fonctionnent bien, tout marche bien. Mais comme tout le reste du corps humain, il peut se casser. Il peut avoir des problèmes de santé. La différence, ce qui est bizarre, ce qui est particulier, pas bizarre, mais particulier pour le cerveau, c'est que si vous avez quelque chose, si vous avez une blessure à la jambe, ah bah vous la voyez. mais au cerveau, vous ne voyez pas. Mais au cerveau, on ne voit pas. Si vous avez quelque chose qui ne va pas au cœur, vous avez mal, vous sentez mal. Vous avez un infarctus, bah, vous allez sentir mal. Si quelque chose ne passe bien au cerveau, vous ne voyez rien, vous ne sentez pas de douleur, mais il y a d'autres choses qui se passent. Vous n'arrivez plus à parler comme il faut, à comprendre ce que les gens vous disent, vous n'arrivez plus à vous souvenir ce qui s'est passé le jour d'avant, et tout ça parce qu'il y a une blessure au niveau du cerveau. Et la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie qui est causée par une mort progressive de certaines cellules cérébrales qui sont les cellules responsables, les cellules cérébrales qui sont responsables de l'enregistrement des souvenirs, de l'enregistrement de tout ce qui se passe dans ma vie. Si
les cellules cérébrales d'une petite partie du cerveau qui s'appelle l'hippocampe ne fonctionnent pas, ben moi, je sors de cette pièce et je ne me souviens plus que j'étais avec vous à parler, à donner cette interview. Mais docteur, mais qu'est-ce qui affecte cette cellule-là? Cette cellule, elle est affectée par quoi? Elles sont affectées par des protéines toxiques qui se déposent dans le neurone et à l'extérieur du neurone. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Protéines toxiques, c'est quoi? Le cerveau, pour fonctionner, a besoin de certaines substances. Ils utilisent des lipides pour la structure, des protéines pour transférer le stimulus d'un côté à l'autre, des glycoprotéines pour d'autres fonctions. Mais parmi toutes ces protéines, ces molécules chimiques, il y a certaines molécules qui, à un bon moment dans la vie, commencent à se déposer dans le cerveau. Normalement, le cerveau produit ces molécules, les utilise et les détruit. À un bon moment dans la vie, ce qui se passe chez les patients qui ont une maladie d'Alzheimer, c'est que les protéines sont produites, elles sont utilisées, mais le cerveau n'arrive plus à les éliminer. Elles s'accumulent et elles font une couche. Une sorte de couche qui empêche aux cellules cérébrales de fonctionner comme il faut, et les cellules, elles meurent, l'une après l'autre, doucement, au cours des ans, année après année. C'est pas un truc qui se passe du jour au lendemain. C'est une mort lente et progressive qui se joue sur une dizaine d'années, et après une dizaine d'années, si une cellule de l'hippocampe meurt, ben, c'est pas grave. Le cerveau a tellement des cellules qu'il peut faire avec. Mais lorsqu'il y a des milliers ou des millions de cellules qui meurent, à ce moment-là, les souvenirs n'arrivent plus à s'enregistrer. Est-ce que, professeur, aujourd'hui, la maladie d'Alzheimer peut être similatif, soit combiné avec le problème psychique? Le problème psychique, dans quel sens? Parce que dans le cas, la majorité des personnes qui ont des problèmes psychiques, des fois, il y a d'autres qui disent ils n'arrivent pas à se souvenir des problèmes, des situations. Il y a d'autres qui disent bon, parce que comme j'ai des problèmes psychologiques, des fois, je fais pipi, il fait pipi dans les habits, des fois il urine dans les habits, des fois il fait des choses pour lui-même, il connaît même pas. Donc, je peux dire comme une flashback comme ça. Est-ce qu'on peut assimiler ça aussi, ça peut être de pair avec la maladie d'Alzheimer par rapport à ce que vous venez de décrire tout à l'heure? Je vois ce que vous dites. Non, c'est pas les difficultés dans la maladie d'Alzheimer ne sont pas dues à des problèmes psychiques. Elles sont dues à des problèmes organiques, c'est-à-dire que il y a vraiment du tissu cérébral, des cellules qui manquent. C'est pas que il y a des cellules qui ne fonctionnent pas bien. Elles ne sont plus là. Elles sont mortes. Il est vrai que les personnes avec une déprime, c'est les personnes déprimées, les souvenirs ont de la peine à s'enregistrer. Les personnes déprimées ont de la peine à se souvenir des choses. Mais le mécanisme est différent. Le mécanisme, pourquoi les personnes déprimées n'arrivent pas à se souvenir des choses? Mais parce que toutes les cellules cérébrales fonctionnent bien, d'ailleurs, mais toutes les cellules cérébrales sont engagées à penser à leur souffrance, parce qu'elles sont des personnes qui souffrent. Elles se trouvent dans un état de souffrance, et tout le cerveau est engagé à penser à leur souffrance. Et donc, le cerveau ne peut pas faire 10 choses à la fois. Donc, si le cerveau est engagé à réfléchir
sur sa souffrance, il n'est pas attentif à ce qui se passe autour de lui. Et donc, les personnes déprimées n'arrivent pas à se souvenir des choses parce qu'elles ne sont pas attentives à ce qui se passe. Tandis que les personnes avec maladie d'Alzheimer, même lorsqu'ils sont attentifs, les souvenirs ne s'enregistrent pas. Mais quelle est la différence entre vieillissement normal et maladie d'Alzheimer? Dans le vieillissement normal, il peut y avoir des oublis. On est bien d'accord. Moi, j'ai 64 ans. J'ai plus d'oublis que j'avais quand j'en avais 40. Je vous assure. Je vous assure. Croyez-moi. Mais ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. D'ailleurs, le cerveau ne peut pas tout retenir. Quelque chose, il faut l'oublier. Et quelque chose, il est même mieux de l'oublier. Ça, c'est autre chose. Voilà. Mais les oublis du vieillissement normal ne sont pas des oublis qui nous empêchent de faire nos activités dans la vie courante. Les oublis de la maladie d'Alzheimer sont tellement graves qu'ils nous empêchent de travailler, de gérer nos petits-enfants ou de faire les activités, le loisir, avoir nos loisirs. Les activités peut-être de ménage, tout ça. Etc. Donc, si quelqu'un vit avec cette maladie, il a la possibilité de pouvoir oublier à faire toutes ces genres de choses. Oui, absolument. Ça, c'est ce qui se passe normalement et c'est quelque chose de progressif qui dure sur une quinzaine d'années. Mais quelles sont les principales zones des cerveaux touchés par cette maladie d'Alzheimer? Voilà, j'ai déjà mentionné la région du cerveau clé où la maladie commence. C'est l'hippocampe qui est cette région qui est un peu le disque dur du cerveau. Si vous avez l'ordinateur et vous n'avez pas le disque dur, vous n'arrivez pas à enregistrer, vous ferez n'importe quoi. Vous faites n'importe quoi. L'hippocampe, c'est un peu le disque dur. C'est comme un disque dur dans l'homme. Dans l'homme, dans le cerveau des hommes. Mais il n'y a pas que... l'hippocampe, il est vrai, c'est la première structure du cerveau qui est attente. Mais les protéines toxiques, je viens de dire que la maladie d'Alzheimer se développe parce qu'il y a ce dépôt de protéines toxiques. Les protéines toxiques se déposent au début dans l'hippocampe, mais ensuite, elles vont impliquer, elles vont toucher petit à petit tout le cerveau. Les régions qui sont responsables du langage, et donc je n'arrive plus à trouver le bon mot. Je n'arrive plus. Si vous me posez des questions... vous n'arrivez pas à répondre d'une manière spontanée. Je n'ai pas compris, monsieur. Je n'ai pas compris qu'est-ce que vous m'avez demandé. Donc, c'est-à-dire quelqu'un... Ouais. Vous n'arrivez plus à comprendre. Il faut que la personne vous pose des questions 1001e fois pour que vous compreniez. Et non, et parfois, même à la 1000e fois, la personne n'arrive plus à comprendre. Lorsque les régions du cerveau qui sont responsables du langage sont attentes, le langage est parti. Même si vous pouvez faire tous les exercices que vous voulez, vous pouvez répéter les mêmes questions 1000 fois, mais la personne n'arrive pas à comprendre. Donc c'est ça la chose terrible de cette maladie, qu'une fois que la fonction est perdue, c'est perdu. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire à d'autres personnes qui pensent que la maladie d'Alzheimer affecte uniquement rien que la mémoire? Est-ce que c'est vrai? Non. Ils peuvent avoir raison? Non, c'est vrai, c'est pas vrai, dans le sens que c'est vrai que la maladie d'Alzheimer touche la mémoire en premier, mais ensuite, il y a d'autres fonctions qui sont attentes. J'ai mentionné le langage, mais aussi les capacités de navigation, l'orientation topographique. Les personnes se perdent lorsqu'ils sortent de chez eux, ils se perdent. Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est atteint de cette maladie d'Alzheimer, ils ont quand même une certaine restriction
Donc, par exemple, ils peuvent pas conduire. Est-ce qu'ils peuvent aussi conduire? Est-ce qu'ils peuvent aussi faire d'autres activités? Ou bien, comment vous arrivez à dire que non, cette personne vit ce que nous avions vu, il peut faire ça, ça, il peut pas faire? Pour la conduite, c'est un cas de figure assez fréquent, effectivement. Pour la conduite, nous avons des tests que nous utilisons pour établir si la personne peut continuer à Conduire. Au début de la maladie, C'est la cause de beaucoup d'accidents aussi. c'est la cause de beaucoup d'accidents, absolument. Oui, c'est tout à fait le cas. Au début de la maladie, il est vrai que lorsque il n'y a que la mémoire attente, la conduite peut continuer. La personne peut continuer à conduire. Elle peut oublier où elle doit aller, mais si les réflexes et l'attention est bonne, elle peut continuer à conduire. Mais une fois que les réflexes et l'attention deviennent moins bonnes, il faut arrêter à conduire. Ensuite, d'autres activités comme les activités de loisirs, tout ce qui fait plaisir à la personne, la personne, pas seulement peut continuer à le faire, mais doit continuer à le faire. Parce que la capacité de pouvoir éprouver plaisir, ça reste. C'est pas que la personne perd toutes ses capacités. Certaines capacités sont retenues. Comme par exemple, si une personne, même avec un Alzheimer relativement avancé, qui est confrontée à ses petits-enfants, souvent c'est une joie énorme. Et ça, c'est quelque chose il est vrai que le jour d'après, la personne a oublié. Mais sur le moment, le plaisir est très fort, comme le vôtre, comme celle de madame, de monsieur. Mais docteur, pourquoi dit-on que c'est une maladie neurodégénérative? Pourquoi on dit ça? Neurodégénérative vient de neuro, ça veut dire tout ce qui est le cerveau. Dégénérative, ça veut dire perte. Donc, et je vous ai dit que c'est une perte des cellules cérébrales, et donc neurodégénérative, ça veut dire que c'est une perte de neurones, de cellules cérébrales, qui s'appellent neurones. C'est pourquoi on appelle ça comme ça. Mais quels sont les signes précoces le plus fréquents tant que docteur, avec beaucoup d'expérience que vous avez dans ces métiers, dès que vous recevez quelqu'un qui entre déjà dans votre bureau, vous regardez, vous dites, ah, lui, il est vraiment atteint. Quels sont les signes, le premier signe que vous arrivez à découvrir? Donc là, il y a les signes que moi, je vois en tant que médecin. Et il y a les signes qui sont vus par les proches. Ce que je vois lorsque le patient s'assoit en face de moi, c'est que c'est le regard. Le regard est fixe. Une personne comme vous rentre dans mon bureau, commence à regarder autour, le tableau, la veste. La personne avec Alzheimer rentre dans mon bureau, elle s'assoit, elle me regarde fixe dans les yeux. Comme ça. Et ça, c'est la première c'est quelque chose qu'on voit très fréquemment et c'est très frappant. L'autre chose que nous voyons, c'est que lorsque les patients se présentent avec le proche, on leur pose des questions et le patient, au lieu de répondre à moi, oui, il se tourne vers le proche et le regarde pour avoir de l'aide. Oui. Parce que la personne n'a pas la réponse tout de suite et elle va chercher de l'aide. Donc ça, c'est ce que nous voyons tout de suite. Ce que les proches voient, c'est que la personne oublie plus fréquemment que d'habitude. Comme je viens de dire, les oublis font partie de la vie. Donc, chacun oublie. Mais... Tout homme est faillible. Tout homme est faillible. Tout le monde est faillible. Mais ce qui se passe chez la personne avec Alzheimer, c'est que
les oublis deviennent plus fréquents et plus sévères. Ils touchent des choses plus importantes. Donc une chose, c'est, qu'est-ce que ça veut dire plus importante? Une chose, c'est si j'oublie où j'ai garé mes lunettes. Autre chose, c'est si j'oublie que je dois aller chercher mes petits-enfants à l'école. C'est la taille de l'importance est bien différente, n'est-ce pas? Voilà. Mais à quel moment faut-il consulter si une personne est atteinte de cette maladie? Mais il doit consulter le médecin quand? Un professionnel. Voilà, lorsque la personne, ou plus souvent les proches, s'aperçoivent que les oublis commencent à devenir plus fréquents et plus graves. Plus fréquent, je vous ai parlé de qu'est-ce que ça veut dire plus grave, je ne vous ai pas dit qu'est-ce que ça veut dire plus fréquent. Plus fréquent, ça veut dire que les oublis inhabituels se présentent plusieurs fois par jour sur plusieurs mois. Donc, si vous oubliez où vous avez garé la voiture, vous ne devez pas aller vous affoler et aller chez le médecin tout de suite à lui dire « Docteur, j'ai l'Alzheimer ». Non, c'est pas ça. Mais si vous commencez à oublier où vous avez garé la voiture une fois par semaine pendant 6 mois, là, donc, ça vaut la peine d'aller... Antonio, tu comprends? Si tu oublies déjà là où tu as garé la voiture 2 fois, 3 fois, il faut venir voir le docteur Frisson. Il est là. Donc, c'est-à-dire, fidèles téléspectateurs, comme vous venez d'entendre le professeur, comment il est en train d'expliquer cette maladie d'Alzheimer. Dans votre vie quotidienne, tout ce que vous êtes en train de faire, si vous remarquez qu'il y a quelque chose, comme il vient de dire, l'oubli par exemple d'aller chercher les enfants à l'école, l'oubli peut-être là où vous avez parqué, oui c'est vrai, ça nous arrive tous on peut oublier, mais quand ça commence à devenir un peu d'une manière fréquemment, en tout cas, il faut qu'il y ait des petites suspens, soit courez vite et allez chercher un spécialiste qui va pouvoir vous diagnostiquer par rapport à ça. Mais docteur, quels sont les outils ou les examens qui permettent de poser des vrais diagnostics fiables? Est-ce que vous avez il y a des matériels, il y a oui, parce que vous avez évoqué tout à l'heure juste la personne quand il entre, vous le regardez, vous sentez que lui là, il a un souci. Mais hormis ça, est-ce qu'il y a aussi des outils que vous utilisez pour être sûr que cette personne, il est vraiment, soit elle est atteinte de cette maladie? Oui, absolument oui. Il y a des outils de base et des outils plus sophistiqués. Les outils de base, c'est des tests de mémoire, pas que de mémoire, mémoire, langage, orientation, visuospatiale, fonction exécutive, attention, etc. Et une IRM cérébrale ou un scanner. Scanner que vous mettez? Le scanner, oui, vous voyez le CT scan ou l'IRM. Qu'est-ce que nous allons chercher? Les tests nous permettent de voir si la plainte ou la crainte est réelle. Pourquoi ça c'est important? Parce que moi, je peux avoir le sentiment que ma mémoire n'est plus comme elle l'était, mais c'est un sentiment. Parce que moi, je fais le comparatif à quand j'avais 40 ans. Et donc, mais peut-être que par rapport aux personnes de mon âge, ma mémoire est normale. Et si ma mémoire est normale par rapport aux personnes de mon âge, on n'a pas d'Alzheimer. Donc, la première étape, c'est d'évaluer si la plainte du patient ou la plainte des proches est réelle. Et souvent, nous voyons souvent des patients qui se plaignent de leur mémoire, mais dont la mémoire est normale pour l'âge. Ou des proches qui se plaignent que le patient oublie tout, mais ce qui n'est pas le cas, parce qu'il y a des conflits derrière, il y a des attentes irréalistes,
Mais tu vas avoir des problèmes de divorce, des problèmes tout ça. Divorce ou Des pensions alimentaires. de fric, d'argent. Ouais, donc, il y a... Ça, on vit avec ça au quotidien. Et voilà. Et, voilà. Et nous aussi. Voilà. Et donc, la première chose, c'est de voir si c'est vrai ou si c'est pas vrai. L'autre, l'IRM nous permet de voir une autre chose. Ça nous permet de voir si il y a vraiment la perte des cellules cérébrales. Si nous allons trouver que les tests ne sont pas bien passés, donc la plante est réelle, et l'IRM ou le scanner nous parle d'une perte des cellules dans les régions du cerveau qui sont responsables de la mémoire, eh bien, 1 plus 1 fait 2. Hein? Automatiquement, la personne est déclarée être atteinte de la maladie d'Alzheimer. Mais est-ce que vous avez quand même le temps avant quel est le temps que vous prenez avant de pouvoir amener le patient jusqu'à faire des examens approfondis? Est-ce qu'il y a un temps que vous vous donnez pour que vous puissiez faire ça afin de détecter réellement que cette maladie et la personne a la maladie d'Alzheimer? Bah, nous allons depuis les personnes, nos patients nous arrivent parce que les médecins très généralistes nous envoient des demandes. Nous avons des temps en délai d'attente de 1 mois après avoir reçu la demande de bilan de la part du patient, de la part du médecin traitant. Nous allons faire la première visite de patient. La première consultation. Après, dans 2-3 semaines, le patient fait les tests et l'IRM. Et après, en 2 semaines, nous allons se rencontrer pour le diagnostic. Donc, le tout va prendre entre 2 et 3 mois. Afin que vous puissiez bien donner la vraie réponse si la personne est atteinte ou pas. Mais en faisant tous ces diagnostics, vit aussi l'expérience. Parce que si je parle comme ça, il y a des fois peut-être dans d'autres pays, je peux dire, où il n'y a pas je ne remets pas en cause d'autres médecins, mais où il n'y a pas assez des matos adéquates pour pouvoir vraiment entrer en profondeur si la personne est atteinte de la maladie d'Alzheimer ou pas. Mais depuis votre début jusqu'à aujourd'hui, professeur, y a-t-il eu des erreurs fréquentes dans les diagnostics? Il y a déjà eu des erreurs? Oui, malheureusement, oui. Et il y a des erreurs parce que le même tableau de mémoire et au scanner peut être dû à d'autres maladies, à des maladies autres que la maladie d'Alzheimer. Donc, ça peut arriver. Et dans ces cas, comment vous faites? Dans ce cas, nous avons une deuxième couche d'examens que nous faisons chez à peu près 1/4 des patients qui se rendent chez nous. Des examens qui consistent dans une ponction lombaire ou dans des examens d'imagerie plus poussés. Comme une scintigraphie cérébrale, une PET, une tomographie émission de positons. Par ces examens, nous allons chercher les protéines toxiques. Nous allons chercher l'amyloïde et la protéine tau, qui sont les 2 protéines toxiques que je viens de mentionner au tout début. Avec les tests et l'IRM ou le scanner, on ne les voit pas. On voit les conséquences du dépôt des protéines toxiques. Mais on ne voit pas de dépôt des protéines toxiques. Et les mêmes tableaux au test et à l'IRM et au scanner peut être dû à d'autres causes. Et donc, chez certains patients, pour affiner le diagnostic, nous allons faire cette deuxième couche avec ponction lombaire et examen d'imagerie avancée. Et là, directement, si vous le faites, vous êtes sûr? Là, on est sûr à 90%, 90, 95% qu'il s'agit vraiment d'une maladie d'Alzheimer.
Mais la maladie peut-elle être confondue avec d'autres troubles cognitifs? Oui, elle peut être confondue par exemple, par